Suite à un incident qu'il y a eu au Puy lors de l'affaire Madama, je pense que tout le monde la connaît, et on avait fait des discours sur la place du Puy où on avait parlé de racisme d'État, parce qu'effectivement il existe un racisme d'État institutionnel, mais monsieur le préfet l'a pas entendu de cette oreille-là, il a exigé des excuses, il s'est senti insulté dans sa fonction de représentant de la République. Et donc on s'est dit, il faut inviter des spécialistes là-dessus, des universitaires, des gens qui connaissent et qui viennent nous parler de ça. Et on a eu une parfaite conférence tout à fait qui démontrait bien la réalité du racisme d'État hier, qui a été très applaudie. On a eu l'occasion dans notre programme de prévoir une intervention sur le racisme d'État avec Olivier Lecourt-Grandmaison qui nous fait le plaisir d'intervenir, de venir de Paris aujourd'hui spécialement. En ce qui concerne l'ouvrage collectif Racisme de France que j'ai coordonné avec Omar Slaouti, qui réunit des contributrices et des contributeurs, l'objectif étant d'analyser l'ensemble de ce qui nous semblait être des racismes existants en France, d'où racisme au pluriel, d'analyser également un certain nombre de catégories qui aujourd'hui sont débattues et hélas trop souvent font polémique, comme la question du racisme d'État, des discriminations systémiques, des démarches intersectionnelles, la question aussi des statistiques ethniques qui suscitent des réactions souvent violentes. C'est donc bien la preuve qu'effectivement la police française en tant qu'institution se livre à des contrôles au faciès, qui sont bien des contrôles discriminatoires et qui sont bien des contrôles qui reposent sur l'identification de l'autre comme supposément étranger, supposément sans papier, supposément en situation irrégulière, et éventuellement la conjonction de l'ensemble étant supposément dangereux. Aucun ministre de l'Intérieur de la camp de gauche n'a démenti la dite enquête, pour la bonne et simple raison qu'il est très difficile de le faire et que sur le fond c'est impossible. C'est un ouvrage que nous concevons absolument, nous le revendiquons, comme étant, disons, politique ou citoyen, puisqu'il s'agit de penser à la fois un certain nombre de problèmes, mais aussi de donner des arguments, des repères à la fois historiques, politiques, philosophiques et juridiques, à celles et ceux qui combattent les racismes et la situation en particulier faite par exemple aux demandeurs d'asile et aux migrants. Un enfant d'immigré né en France n'est par définition pas un immigré. Donc la catégorie immigrée de la première et de la troisième génération est absurde. Sauf, et on voit bien pourquoi elle est utilisée, il s'agit évidemment de renvoyer systématiquement celui dont les parents sont étrangers, mais pas tous les enfants dont les parents sont étrangers, parce qu'évidemment, les enfants de ressortissants espagnols et portugais, italiens, ne sont pas perçus comme des émigrés de la première ou de la seconde génération. Pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir, qu'on peut expliquer rapidement, mais chacun comprend, quand on parle un peu le français, que émigrés de la première ou deuxième génération ne désigne que les enfants d'émigrés dont les parents sont originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, ou éventuellement d'Asie du Sud-Est. C'est donc dans ce contexte-là que Pierre Bourdieu utilise le terme de racisme d'État. Il nous paraît légitime de parler de racisme d'État logique du point de vue de la Cour de cassation. Et pourquoi la Cour de cassation a condamné l'État français et pas les policiers? Pour la bonne et simple raison que les policiers qui se livrent à ces contrôles au faciès obéissent à des ordres écrits ou oraux, obéissent à des consignes et obéissent à des politiques publiques qui sont depuis très longtemps assumées
par des ministres de l'Intérieur de droite comme de gauche, ou qui se croient de gauche, par des gouvernements et des majorités de droite comme de gauche. Autrement dit, un policier qui se livre à un contrôle au faciès ne méconnaît, alors on peut penser qu'il méconnaît la déontologie ou ce qui en tient lieu de la police, et les commissariats dans lesquels la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est affichée, la belle affaire, il ne fait, encore une fois, qu'appliquer les consignes de ses supérieurs et de son supérieur ultime, le ministre de l'Intérieur, et ultimement du gouvernement, du Premier ministre et du chef de l'État. D'où le fait qu'effectivement, il n'a pas commis une faute individuelle, il n'a pas contrevenu à une disposition, il n'a fait qu'appliquer une consigne. C'est bien la raison pour laquelle ce n'est pas lui qui est fautif, celui qui est fautif, l'institution qui est fautive, c'est bien l'État qui est responsable et coupable. Ces deux arrêts, pour moi, quelques autres, sont la preuve juridique qu'effectivement, dans ce cas d'espèce, nous sommes bien en présence d'un racisme d'État, assurément. Il faut distinguer ce racisme d'État raciste, c'est-à-dire d'États qui reposent ou ont reposé objectivement sur une conception hiérarchisée du genre humain et ont appliqué aux minorités racisées des dispositions juridiques discriminatoires tendant à les priver des droits et libertés fondamentaux. Le racisme invoqué est encore une fois un racisme scientifique, et parce qu'il est pensé comme scientifique, il produit des effets majeurs. Des États racistes, donc, qui, publiquement et très tranquillement, affirment qu'ils font reposer une partie de leurs institutions sur une conception hiérarchisée du genre humain. La conséquence étant que ceux qui n'ont pas le bonheur, entre guillemets, d'appartenir à la race blanche se trouvent en général placés en dessous, et étant placés en dessous, étant pensés comme inférieurs, étant pensés comme dangereux, se voient effectivement imposer des discriminations juridiquement établies. Les États-Unis ont, globalement, de la fondation des États-Unis, de l'accession des États-Unis à l'indépendance, jusqu'aux années 70, fonctionné comme État démocratique pour les Blancs et comme État raciste pour les minorités noires. C'est aussi une façon d'entretenir éternellement ce grand mythe qui est évidemment lié au premier, qui est le mythe de l'exception française, qui serait la France, par essence, une nation universaliste et mobilisée pour ce faire, d'une part, la Révolution française, les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, les différentes républiques, et que l'ensemble ferait donc de la France un État exceptionnel comparativement aux autres États. Ce discours, qui est un discours mythologique au sens propre du terme, c'est un discours des origines de l'État, des origines de la République, tend à occulter et à rendre évidemment invisible le sort qui a été fait et qui a été imposé par exemple aux colonisés sous la Troisième République, sous la Quatrième, et aussi parfois d'autres discriminations, et notamment je pense en particulier aux discriminations qui ont pendant très longtemps frappé les femmes, puisqu'il faut rappeler que la France était un dernier pays européen à avoir accordé le droit de vote aux femmes par une ordonnance de 1944, et il faut attendre la Constitution de 1946 et le préambule de la dite Constitution pour que l'égalité homme-femme soit enfin inscrite dans un texte fondamental. Nous sommes donc, d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue historique, politique, juridique, parfaitement fondés à utiliser la catégorie de racisme d'État pour rendre compte du droit colonial, des politiques publiques menées sous la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République dans certains cas, et donc de la remarquable mais sinistre permanence du dit racisme d'État, dont il apparaît désormais relativement clairement, me semble-t-il, qui n'est pas du tout incompatible avec des institutions républicaines. Autrement dit, ce n'est pas ou la République
ou le racisme d'État, ce n'est pas ou la République ou l'État d'exception pour certaines et certains, c'est et la République et le racisme d'État, et la République et l'État d'exception pour certaines et certains. Lorsque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'historiens, d'associations de déportés et de déportés juifs en particulier, ont cherché à rappeler quelle avait été la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des juifs français et étrangers, cette réalité a été longtemps niée, et qu'il a fallu attendre l'ouvrage d'un historien étranger pour que la chose apparaisse véritablement à la fois dans le champ académique, puis soit en partie reprise dans le champ politique, et rappeler qu'il faut attendre 1995, la déclaration de Jacques Chirac, pour qu'il y ait enfin cette reconnaissance. Cela vaut également pour les travaux universitaires qui portent sur les colonisations, et sur la colonisation de l'Algérie en particulier. Au fond, dès lors que des recherches sont portées par une volonté de savoir, une volonté de connaissance, par essence, cette volonté de savoir et cette volonté de connaissance est en but à des mythologies justement qui cherchent soit à euphémiser, soit à nier ce qui ne peut pas rentrer dans le cadre du grand roman national forgé par les responsables politiques et parfois distillé, notamment sous la Troisième République, par les instituteurs. La Troisième République a parfaitement fonctionné comme république impériale, républicaine pour les ressortissants français vivant sur ce territoire et vivant dans les colonies, et comme racisme d'État pour ceux qui étaient qualifiés comme des indigènes et perçus comme tels. Ça a été pour moi une vraie découverte dans l'ouvrage, tropisme lié sans doute à mes recherches, et qui me semble là aussi exemplaire de l'existence d'un racisme d'État sous la Troisième République, la quatrième et en partie la cinquième, le sort fait aux Roms. 1912, adoption du carnet anthropométrique. Il faut attendre 1969 pour que le carnet anthropométrique soit supprimé. Ça fait 3 républiques. Il s'agit bien d'imposer un dispositif de surveillance, avec les papiers qui vont avec, à une partie singulière de la population, qu'elle soit française et étrangère. 1969, le carnet anthropométrique est certes supprimé, mais il est remplacé par un livret de circulation. Il faut attendre 2015 pour que le dit livret soit supprimé. De ce point de vue-là, le sort qui a été fait de 1912 à 2015 à ceux qui ont été identifiés comme Roms et les dispositions juridiques qui vont avec témoignent effectivement de l'existence d'un racisme d'État. Les dispositions ont disparu, chacun sait que les politiques publiques à l'endroit des Roms n'ont pas disparu. C'est même sans doute l'une des politiques publiques les plus constantes et les plus violemment constantes à l'endroit de catégories particulières de la population qui a été appliquée en France sous la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République, aujourd'hui encore. Avec des arguments d'ailleurs qui sont là aussi d'une banalité à périr. Lorsque Manuel Valls, qui visiblement passe des Pyrénées à droite, à gauche, enfin dans tous les sens du terme, géographiquement, politiquement, retourne sa veste, enfin, on en perd son latin ou le peu qu'on en a, déclare en tant que ministre de l'Intérieur que la vocation des Roms est à être expulsés dans leur pays d'origine parce qu'ils refusent de s'intégrer. Il est le piteux ventriloque d'un discours xénophobe on ne peut plus convenu, qui consiste déjà sous la Troisième République à imputer aux populations étrangères présentes en France la responsabilité de la situation qui est la leur, avec à la clé, parce que ce ne sont pas simplement des paroles, avec à la clé, évidemment, ces paroles légitimes, violence physique, précarisation systématique, déscolarisation des enfants, etc., etc. Mythologie républicaine, c'est une référence au fond au grand roman national républicain, forgé entre autres sous la Troisième République et qui, pour aller à l'essentiel, tente à accréditer cette opinion selon laquelle, dès lors que la République est établie, durable, alors il ne saurait y avoir ni racisme d'État, ni discrimination systémique. Autrement dit, c'est un discours qui tend à invisibiliser
le sort fait aujourd'hui aux populations racisées et plus spécifiquement le sort indigne fait aux populations des quartiers populaires qui sont majoritairement des populations racisées victimes de discrimination systémique. Je rappelle que relativement à l'emploi de cette expression, l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon, dans le dernier rapport qu'il a publié avant de quitter ses fonctions, son supérieur hiérarchique sans avoir l'aval du Premier ministre et sans avoir l'aval lointain du général de Gaulle. Alors je sais bien que le général de Gaulle ne s'occupait pas de l'intendance, certes, mais il a dû au moins valider la chose. Couvre-feu raciste, assurément. C'est en réaction à ce couvre-feu raciste que le FLN va appeler à Paris à des rassemblements pacifiques. Bilan de ces rassemblements pacifiques, et j'insiste sur le terme, les dirigeants et les militants du FLN fouillaient les manifestants qui devaient se rendre sur les points de rassemblement pour s'assurer qu'ils n'avaient pas d'armes, ni même des armes par destination. Style manche de pioche dans une manifestation, où chacun sait qu'un manche de pioche dans une manifestation, c'est pas fait pour piocher. La loi sur l'état d'urgence date de 1955. Elle est votée en pleine guerre d'Algérie. Pour ceux qui la votent et ceux qui la soutiennent, légitime cette disposition d'exception la situation qu'ils analysent comme étant effectivement une situation exceptionnelle en Algérie française. Autrement dit, c'est la situation d'exception qui légitime une disposition d'exception. On assiste à ce que je qualifie avec d'autres de processus d'extension. Après que Maurice Papon ait déclaré publiquement « Pour un coup rendu, nous en rendrons 10, entre 250 et 300 morts, c'est le massacre de civils le plus important commis en métropole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. » C'est un crime d'État, c'est un crime raciste, j'ai même la faiblesse de croire que c'est un crime contre l'humanité. Pour au moins plusieurs raisons. 1. Maurice Papon a importé à Paris, dans la région parisienne, les méthodes de la guerre contre-révolutionnaire appliquée en Algérie, où il avait été un fidèle serviteur de la République. Enfin, la République, elle existait, mais bref, de l'Algérie française. Torture, disparition forcée, exécution sommaire. Contrairement là aussi à la belle mythologie nationale républicaine selon laquelle l'Algérie a été livrée aux militaires qui se sont livrés aux exactions que l'on sait, mais que, évidemment, le territoire métropolitain a été exempt de tout cela. Maurice Papon importe tout cela en métropole.
Et il l'applique à Paris, qui est dans la région parisienne. Je rappelle que la disparition forcée est aujourd'hui effectivement juridiquement établie comme crime contre l'humanité par la grâce de Louis Joinet, avocat, magistrat, fondateur du syndicat de la magistrature, qui s'est longtemps battu pour faire en sorte que la disparition forcée devienne un crime contre l'humanité. Reste un élément pour qualifier effectivement, il est essentiel, ce crime comme crime contre l'humanité, avoir agi en vertu d'un plan concerté. Qui peut croire que les policiers qui ont agi sous les ordres et sous l'autorité de Maurice Papon n'ont pas agi en vertu d'un plan concerté? Et évidemment, ils ont agi en vertu d'un plan concerté. Et donc j'ai la faiblesse de croire qu'effectivement, les massacres du 7 octobre 1961 ne sont pas simplement un crime d'État et un crime du racisme d'État, mais aussi un crime contre l'humanité. Je vous remercie. Nous devons effectivement combattre des racismes en France et nous incluons dans les racismes en France bien sûr la question absolument fondamentale de l'islamophobie. Constater d'une part que cette islamophobie n'existe pas seulement en France, c'est une politique publique menée dans des conditions absolument terribles, notamment par le régime chinois dans la région du Xinjiang, à l'encontre des populations identifiées comme ouïghours. Par ailleurs, la question de la négrophobie n'est pas seulement une question qui est posée ici, c'est une question qui, dans un certain nombre d'États du Maghreb, est à l'origine de politiques publiques, et de politiques publiques dont les conséquences sont dramatiques pour les personnes visées, et notamment des migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest, en but à des traitements que l'on peut très facilement qualifiés d'inhumains et dégradants. Et de ce point de vue-là, si l'on est un véritable universaliste, alors il faut combattre les racismes, bien sûr, en France, mais il faut les combattre dans tous les pays où ils existent. Et de ce point de vue-là, j'estime que nous devons effectivement combattre la négrophobie d'État dans un certain nombre d'États du Maghreb, combattre également la xénophobie d'État dans ces mêmes États, dont il faut rappeler aussi que sous la pression de l'Union européenne et de la France en particulier, ils ont été amenés à durcir leur propre législation à l'encontre des migrants, mais parfois aussi à l'encontre de leurs propres nationaux. L'objectif pour l'Union européenne étant de faire en sorte que ces États assurent, en supplément de l'Union européenne, un rôle de police et de contrôle de ce qu'ils appellent les flux migratoires, d'où effectivement, d'une part, l'adoption de dispositions plus dures et la multiplication des camps d'internement pour étrangers, à la fois sur la frontière est de l'Union européenne, en Turquie, mais également dans un certain nombre d'États du sud de la Méditerranée, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie et parfois même Sénégal.